Bonjour et bienvenue, il est 20h à Paris, vous avez choisi France 24. Merci d'être avec nous. Nous venons de l'apprendre en direct. Emmanuel Macron a donc chargé Sébastien Lecornu de former un gouvernement. C'est lui qui devrait succéder donc à François Bayrou, lequel a remis sa démission en milieu de journée. Sébastien Lecornu, qui était donc ministre des Armées dans le précédent gouvernement, un proche d'Emmanuel Macron qui va désormais consulter, et c'est seulement à l'issue des discussions avec les partis, fait savoir de son côté l'Élysée, que Sébastien Lecornu proposera donc au chef de l'État un gouvernement. À mes côtés pour en parler, l'ancien ministre de la Défense, président de la région Normandie, Hervé Morin, bonjour. Merci d'être avec nous. Également parmi nous, Laurent Geoffrin, bonjour. Bonjour. Laurent Geoffrin du lejournal.info. Voilà. Et puis également le fondateur du site Atlantico, Jean-Sébastien Ferjou, merci de rester donc avec nous pour découvrir en direct cette annonce. Sébastien Lecornu, infidèle, une première réaction peut-être à chaud d'Hervé Morin. On l'annonçait déjà ce matin, Sébastien Lecornu, ce n'est pas vraiment une surprise, c'était lui déjà qui était pressenti en fin d'année dernière avant que François Bayrou ne fasse d'une certaine manière le forcing pour rentrer à Matignon. Est-ce aujourd'hui, d'après vous, un choix judicieux de la part d'Emmanuel Macron à la veille d'une journée qu'on annonce comme celle de tous les dangers, la fameuse journée du bloc-on-tout ici en France? Alors, Sébastien est un ami, donc je suis content pour lui. Voilà. Bon, c'est bien. Il vient des rangs initialement de l'UMP et puis de LR oui, avant. On est dans le même département. Il m'a soutenu au régional. Je soutiens en tant que président du département. Et puis on boit des coups ensemble, donc tout va bien. Bon. Vice-président de la communauté d'agglomération de l'Eure, donc c'est à ce titre aussi que vous allez travailler avec lui. Oui, mais je le connais depuis qu'il est collaborateur de Bruno Le Maire. Donc, bon, on a une vieille complicité. C'est un type malin, c'est un type hyper travailleur. Bon, il a des tas de qualités. Mais très franchement, c'est pas désobligeant pour lui. C'est que tout ça est dérisoire. Ça ne règle rien. Ça ne règle rien sur la capacité du pays à remettre les institutions debout, à trouver de la stabilité. On a des gouvernements, comment vous dire ça, qui font semblant. Moi, je vois 10 ministres par semaine. Je ne les vois pas, j'y vais pas, mais il y a 10 ministres par semaine qui viennent en Normandie. Vous savez ce qu'ils font? Il faut une visite, il faut une table ronde, ils prennent des notes. Et il se passe quoi? Rien. Donc, on a des ministres qui font semblant de faire des choses et qui n'en font pas parce qu'ils ne sont pas en capacité de pouvoir le faire. On a un Premier ministre qui fait mine de gouverner le pays et de vouloir le transformer, mais en vérité qui ne fait rien parce que c'est pas possible. Et on a après un République qui fait mine d'être encore, ou qui fait semblant d'être encore le chef du tout et qui ne l'est plus. Parce qu'ils sont pas en capacité de pouvoir le faire faute de majorité, ou parce que c'est ce que l'on reproche aussi beaucoup à la Macronie, d'être déconnecté du terrain et du pays réel? C'est d'abord parce qu'il n'y a pas de majorité parlementaire. Et que là, si Emmanuel Macron avait le sens de l'intérêt national, il appliquerait la lecture de la Ve République. La lecture de la Ve République, je tire tous mes pouvoirs du suffrage universel, je suis désavoué par le suffrage universel, je pars. Et il a été désavoué par le suffrage universel, c'est lorsqu'il a dissous l'Assemblée nationale. Pour vous, c'est la leçon des législatives de 2024. C'est la leçon du général de Gaulle, c'est 1962, la réforme, et cette réforme dont le président de la République explique comment elle doit être. Et en 69, il en tire les conséquences. Et donc, quand on dit, il faut pas. Il y a eu 3 cohabitations entre-temps. Ah, mais ça n'a rien à voir. C'est pas des cohabitations qui sont chargées, qui sont censées régler des crises. Non, mais les cohabitations, c'est pas la même chose. Le président est resté alors qu'il n'avait pas dû les élections. Oui, mais là, il n'y a pas de cohabitation. Non, mais je veux dire... Là, il y a un bordel. Vous dites, le président est désavoué, il doit partir. Ben, il a été désavoué 4 fois dans la 5e. Non, il a été désavoué dans un cycle législatif. Le référendum de 2005, Jacques Chirac n'est pas parti. Le référendum, personne n'a jamais demandé à un président public de partir. Chirac a été désavoué après une dissolution. Oui, mais avec une majorité parlementaire qui était claire, une majorité qui pouvait... ça n'a rien à voir. Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que ce soir, le pays est davantage en crise qu'avant la désignation de Sébastien
Sébastien Lecornu. Pas instantanément. Non, je pense effectivement qu'il y a quelque chose de très spécifique pour aller dans le sens d'Hervé Morin, même si évidemment Laurent Geoffrin a raison de rappeler qu'il y a eu des cohabitations. Ce n'est pas le fait de perdre des élections législatives qui entraînent mécaniquement le départ du président. Mais là, il y a quelque chose de spécifique concernant Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a plus de majorité présidentielle. Il n'a pas juste perdu sa majorité parlementaire, il a perdu sa majorité présidentielle. Le général de Gaulle, justement, le disait bien. Regardez, je fais plus dans un premier tour sur mon nom que la somme des voix réunies par les partis qui me soutiennent dans une assemblée parlementaire. On voit bien que contrairement à Jacques Chirac ou François Mitterrand, qui gardaient des partis derrière eux, qui gardaient peut-être une assise sociologique, une forme d'autorité naturelle, Emmanuel Macron, c'est un président qui est extrêmement seul. Quand vous écoutez Gabriel Attal, le président du parti qui est censé le soutenir, vous n'avez pas l'impression qu'il est furieusement macroniste. Vous n'avez pas l'impression qu'Édouard Philippe est furieusement macroniste encore. Vous n'avez pas l'impression que François Bayrou, l'autre président de son socle parlementaire, soit furieusement macroniste non plus. Et donc, qui reste-t-il? J'ai envie de vous dire, même les chefs d'entreprise, peut-être les Bernard Arnault, les Xavier Niel, etc., qui avaient soutenu Emmanuel Macron dans son accession au pouvoir, ils ne sont plus là. Et donc, c'est une configuration politique très spécifique. Cette majorité parlementaire qui est quelque chose d'un peu intangible, c'est pas une réalité institutionnelle ou légale très précise. Il ne l'a plus. Maintenant, concernant Sébastien Lecornu, je trouve ça quand même très étrange comme choix de la part du président de la République, et ça n'a rien à voir avec les qualités personnelles de M. Lecornu, qui a certainement la carrure pour assumer la charge de Matignon, mais il a été ministre sans discontinuer depuis 2017. Les Français ne cessent de répéter d'élection en élection, de sondage en sondage, d'enquête d'opinion, qui ne veulent plus du macronisme. Et qui nomme-t-il quelqu'un que ses propres collègues décrivent comme courtisan et comme un des piliers de la Macronie? Je ne sais pas quelle est la rationalité, et il faudra des trésors d'ingéniosité à M. Lecornu s'il veut faire oublier ça. Laurent Geoffrin, c'est un bloc central ce soir réduit à sa plus simple expression qui s'apprête à gouverner la France? Ils sont très affaiblis, mais enfin, ils ont toujours le même nombre de députés. Donc, parce que ça va se jouer au Parlement. C'est d'ailleurs le paradoxe de cette affaire, c'est que le pouvoir, normalement, passe à l'Assemblée nationale. Et on nomme quelqu'un qui a l'oreille et la confiance absolue du président, mais qui n'a pas forcément d'assise parlementaire. Il n'en a personnellement aucune. Et donc, c'est un peu bizarre, ça. Normalement, dans la 5e, quand l'Assemblée a une majorité qui n'est pas celle du président, c'est elle qui décide, c'est elle qui accepte d'avoir un Premier ministre. Sauf qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée aujourd'hui. Oui, mais justement, c'est à l'Assemblée qu'on doit trouver un accord, soit de non-censure, soit de coalition, éventuellement. Et là, on nomme un sbire du président pour faire ça. C'est vrai que c'est paradoxal. Il aurait fallu, Hervé Morin, éventuellement annoncer une proportionnelle, peut-être dissoudre à nouveau, pour parvenir à des coalitions. Mais la dissolution, ça ne règle rien. Mais rien du tout. Même sans Front républicain, puisqu'on dit qu'il aurait été largement entamé cette fois, probablement. J'en sais rien, les sondages du moment en donnent... ils s'étaient trompés aussi, d'ailleurs, au moment de la dissolution de 2024. Bon, mais la dissolution... Allez, on va écrire le schéma. Emmanuel Macron constate que ça ne va pas, on dissout. Bon, ok. Bien entendu, on ne va pas lui renvoyer une majorité. Donc, il y a un moment, il va peut-être falloir qu'il engage sa responsabilité en disant aux Français, soit vous me donnez les moyens d'exercer des responsabilités jusqu'en 2027, soit je pars. Il y a un moment, il faut quand même devenir responsable devant le suffrage universel. Bon, premier point. Deuxième point, il dissout. Admettons qu'il y ait une majorité relative, une grosse minorité de RN, comme on nous le dit, 200 députés. Mais ça ne fait pas un pays capable d'être gouverné. Même avec l'union salaire. Il n'y aura personne. Ouais. Il n'y aura personne autour du RN. Donc, ce qui veut dire en clair que ça fera pas 200, ça fera pas une majorité absolue. Bon. Et donc, on voit bien que dans cette histoire-là, la dissolution ne règle rien. Pire, parce que dans ce cas-là, bien entendu, la question de la démission du président de la République se poserait évidemment. Ce qui veut dire qu'on aurait éventuellement, au bout du compte, Emmanuel Macron qui dirait ben oui, je tire les conséquences. Et on élirait un président de la République qui n'aurait pas les capacités de pouvoir avoir une majorité dans sa main, une majorité qui le soutiendrait à l'Assemblée, puisqu'on n'a pas le droit de dissoudre pendant 1 an. Donc on est dans un schéma qui est absurde. Voilà. Donc ce schéma-là, c'est le pire des schémas pour les Français.
Vous, Sébastien Ferjou, vous pensez au contraire qu'une dissolution permettrait une clarification dans les conditions actuelles? Non, je suis assez d'accord avec le diagnostic quand on regarde, y compris quand on regarde circonscription par circonscription, parce que les sondages nationaux, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut regarder, c'est la somme de 577 élections particulières. Vraisemblablement, en l'état, en tout cas, le RN progresserait, mais pas au point d'avoir une majorité, certainement pas une majorité absolue. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait peut-être changer? Moi, j'ai entendu Nicolas Sarkozy dire que le RN était un parti républicain. Il a levé un préalable. J'ai entendu Laurent Wauquiez, qui certes avait la partie de la phrase sur le PS, mais enfin, il y avait quand même le versant, nous ne censurerions pas, a priori. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il y aurait un accord avec le Rassemblement national du tout. Je suis en train de vous dire que peut-être il pourrait y avoir une attitude différente. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les Républicains ont dit, écoutez, on y va en se bouchant le nez, parce que le macronisme, c'est vraiment pas pour nous, on n'y croit pas, mais au nom de la stabilité financière et de l'intérêt général, nous nous sacrifions en quelque sorte pour sauver la France. Eh ben, il pourrait dire, au nom de la stabilité régalienne, nous le faisons, mais non pas dans un accord de gouvernement à proprement parler, mais ne serait-ce que dans une attitude de soutien sans participation ou d'a priori. Et ça pourrait légèrement changer les choses. Laurent Geoffrin, on le voit, Sébastien Lecornu est nommé depuis 20 minutes et l'on ne cesse d'évoquer malgré tout la crise politique en France. C'est donc une désignation qui ne résout rien, en tout cas arithmétiquement aujourd'hui. C'est pas tout à fait joué quand même. Je vais recommencer mon raisonnement. Quelle voix supplémentaire à l'Assemblée la désignation de Sébastien Lecornu permet-elle à un gouvernement d'engranger? Il va poser la question de confiance. Il va dire, je vais préparer un budget. Et il va essayer de négocier avec les socialistes, parce qu'il ne pourra pas négocier avec le Front National tout de suite, enfin, pas maintenant. Et donc il va négocier avec les représentants du PS qui vont leur demander des concessions importantes dont ils pourront se servir pour ensuite aller devant leurs électeurs. Donc il y aurait des contreparties programmatiques à la désignation. Il faut une taxation des hauts patrimoines et des hauts revenus, c'est indispensable. Il faut trouver un système sur les retraites pour que la réforme actuelle ne passe pas en l'état, mais qu'elle soit amendée. Et puis il y a d'autres possibilités sociales ou économiques qui plairont au PS. Il faut faire ça. Ils peuvent très bien dire c'est pas nos convictions, on le fait pas. D'accord. Alors allons à la dissolution. Ces concessions, ces contreparties programmatiques, vous y croyez, vous, Hervé Morin, à la désignation de Sébastien Lecornu pour lui permettre d'avoir un socle suffisant pour passer le budget? De toute façon, vous voulez mon point de vue, j'étais député 20 ans, j'étais président d'un groupe parlementaire, donc je pense connaître assez bien la vie parlementaire. On est dans une espèce de bulle extraplanétaire. Le syndrome des 4 colonnes, c'est-à-dire l'endroit où les parlementaires passent avec les journalistes, et ils s'en foutent. L'intérêt national compte plus, là. La seule question, la seule obsession de tous les leaders des formations politiques, c'est l'élection présidentielle. C'est qu'est-ce que je fais d'astucieux qui me permet de pouvoir me placer dans la meilleure position, soit en cas de dissolution, soit dans le cas de l'élection présidentielle. Laurent Wauquiez qui raconte ses histoires sur le PS et le RN, il le fait pourquoi? Uniquement pour emmerder Retailleau, c'est tout. C'est rien d'autre. C'est le match retour de... Voilà. Non, mais sauf qu'il a fait 10% avec les Républicains et il cherche à gêner celui qui a été élu. Jean-Sébastien Ferjou, une question quand même. Est-ce que vous voyez-vous Sébastien Lecornu s'installer à la tête d'un gouvernement qui consentit à l'attaque Zuckman, par exemple, sur les plus riches, revenir sur ces 2 jours fériés pour permettre de passer un budget avec, ou en tout cas avec un accord de non-censure du Parti socialiste? Est-ce que ce serait ça le deal? Il me semble quand même que alors la question de la participation de LR est en jeu, mais à minima, encore faudrait-il que LR ne vote pas automatiquement la censure, que le centre-droit est quand même là. Il y a une présidentielle. Édouard Philippe, s'il veut être élu président de la République, en tout cas s'il veut être dans une campagne, il s'adresse quand même plutôt à des électeurs de droite que de gauche. Je ne crois pas que l'attaque Zuckman, ça soit perçu comme une priorité par l'électorat de droite. Après, trouver une mesure de justice sociale ou qui donne une impression, parce que ça n'est jamais qu'une impression. Moi, je me souviens très bien que François Hollande s'est fait élire sur la taxe à 75%. Vous vous souvenez, Cuba sans le soleil, ça n'a strictement rien apporté au budget de l'État. Après, on a eu la lubie de faire une taxe sur les yachts qui n'a strictement rien apporté au budget de l'État. Mais enfin bon, les socialistes avaient l'impression que les inégalités avaient reculé grâce à ça. Bon, c'est leur lubie, ça n'est pas celle de la droite. Donc pourquoi la droite l'accepterait? Je crois plus à des négociations sur les retraites ou peut-être sur le lieu où l'endroit du budget de l'État où pourrait se faire des économies. C'est peut-être cette question-là, effectivement. Retour sur la réforme des retraites, donc.
Pas à rebours, parce que personne ne va la déconstruire maintenant. En le revanche, conclave n'a pas fait. Peut-être la congeler. Vous savez, telle qu'elle a été construite, elle est projetée dans le temps. Il y a, je sais plus, c'est semestre par semestre. On dit, on arrête, on garde ce qui a été fait, et puis le reste, ça sera tranché par une prochaine présidentielle, ce qui était l'intuition de François Bayrou. On peut même imaginer qu'ils reviennent à ce qui avait été esquissé au moment du conclave, pourquoi pas. C'est-à-dire que la gauche dirait, bon, allez, 62 ans, c'est vrai, c'est peut-être un peu utopique, on va accepter plus. Mais prenez la pénibilité sur la pénibilité, un accord. Ce que le RN pourrait d'ailleurs aussi, d'une certaine manière, accepter. Laurent Geoffrin, c'est la promesse qu'il fait à son avis. Et sur la taxation des hauts patrimoines, s'ils font rien, ils n'auront pas l'accord des socialistes. Des discussions ont eu lieu avec les socialistes en amont de la désignation de Sébastien Lecornu. Je vais vérifier moi-même. Vous y croyez? Vous pensez que ça serait pas illogique. La désignation de Lecornu... Ah non, mais pas sur le nom du personnage. Non, mais indique qu'il y a forcément eu en l'état d'esprit dans lequel ils vont se présenter pour discuter du budget. Non, mais entre discuter et passer un coup de fil et dire, bon, voilà, machin, etc., on va se voir, ok, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est une chose. Bâtir un budget sur lequel, au bout du compte, on finit par avoir au moins une abstention pour passer l'année, c'est autre chose. Parce que dans un budget et dans une loi de financement de la sécurité sociale, il y a 50 marqueurs qui deviennent autant de totems. Donc la musique, c'est pas celle-là. Et comme on n'est pas dans un système allemand où vous allez discuter pendant des semaines d'un programme... Pour arrêter un programme défini. Bon, donc vous pensez que tout reste à faire? Bien sûr, tout va rester à faire. Mais tout reste à faire sur du symbolique, parce que la réalité quand même, c'est que le projet de loi de finances, il est déjà écrit. On sait. Mais ils vont le réécrire, mais 44 milliards d'économies. Ils vont le réécrire d'année en année. Et vous avez été parlementaire, vous savez mieux que moi. On reporte les crédits de l'année précédente, donc ça se joue sur. François Bayrou disait 44 milliards, les socialistes disaient 20 et quelques. C'est quand même pas la même chose. Oui, mais par ailleurs, vous voyez, du point de vue peut-être de la droite ou du centre-droit ou de la Macronie, on peut finir par se dire l'instabilité politique, c'est ce qu'il y a de pire pour le pays, y compris pour les chefs d'entreprise. Ça congèle tout, les décisions d'investissement. La dissolution précédente nous a coûté plus d'un point, vraisemblablement, de croissance et donc, de PIB. Donc ce sont plusieurs milliards, plusieurs dizaines de milliards. Vous dites, est-ce que j'accepte de ne pas réduire les dépenses publiques de 20 milliards, puisqu'en gros, c'est ce que les socialistes disaient, on part de 44, revenons à quelque chose de plus proche de 20, ou est-ce que je le perds de l'autre côté? À un moment, la rationalité, c'est de dire, de toute façon, nous ne vivons pas dans un monde idéal, et ce que les milieux économiques redoutent le plus, c'est que cette instabilité dure. Pas seulement l'instabilité, l'ambiance de conflit social qui est en train de s'installer dans le pays aussi, ça n'est pas bon. C'est le record historique de nombre d'entreprises mises en redressement. Cette inquiétude, elle est réelle dans le pays. Et moi, je crois que demain, on va voir qu'il y a certes des activistes qui sont dans une humeur révolutionnaire. Les Français, ils sont à la fois exaspérés, mais ils sont aussi très inquiets pour leur avenir. C'est un peu tôt peut-être pour poser la question, Laurent Geoffrin, mais accord de non-censure, soutien sans participation ou même participation de ministres socialistes à un gouvernement. Impossible? À mon avis, le mieux qu'ils puissent espérer, c'est que de ne pas être censurés. Ils ne vont pas mettre des socialistes au gouvernement. La droite va tomber dans les pommes, là. Et puis ils voudront pas, réciproquement, Comment? Et réciproquement, parce que les socialistes, pareil, sont sur une ligne de crête. Ils veulent apparaître comme raisonnables, mais sans assumer totalement la rupture, non pas avec Jean-Luc Mélenchon, le divorce, il est quasiment acté, mais avec l'électorat insoumis. Le calcul du PS, c'est quoi? C'est jusqu'à présent, ils pensaient que c'était systématiquement Jean-Luc Mélenchon, et c'est comme ça que ça a fonctionné dans l'ère présidentielle, qui bénéficiait du vote utile. Ils se disent aujourd'hui, maintenant, avec les excès de Jean-Luc Mélenchon, l'antisémitisme, bref, le vote utile pourrait se reporter vers nous. Mais pour qu'il se reporte vers nous, il ne faut pas que nous soyons un Bernard Cazeneuve. Il ne faut pas que nous soyons en rupture avec l'électorat qui est plus à gauche. Il faut que cet électorat-là accepte de venir vers nous. C'est le pari d'Olivier Faure. C'est certainement aussi celui que fait François Hollande, de son point de vue, qui, ne l'oublions pas, reste quand même en coulisses pour essayer de se replacer pour la prochaine présidentielle. Il y a une chose qui pourrait faire le nouveau Premier ministre, s'il a un peu d'audace, c'est de proposer une loi de changement de scrutin. On va faire la proportionnelle. À ce moment-là, ça libère les socialistes mais de pas forcément, et les filles. Pas forcément pour faire des élections dans la foulée. Non, pour les prochaines. Un dernier mot d'Hervé Morin qui va nous quitter. Demain, cette journée, bloquons tout. Vous pensez que l'annonce, là, ce soir, de Sébastien Lecornu, elle est de nature peut-être à calmer les ardeurs, ou au contraire à exciter davantage? Et moi, selon mes sources ou les préfets avec lesquels je peux parler, on est sur, grosso modo, une activation massive des mouvements d'extrême gauche, des cellules trotskistes, etc. Est-ce que ça en fait un mouvement populaire majeur? C'est pas le sentiment que ça donne. Je crois que
enfin, chacun a ses vacances, mais pour les miennes, j'ai surtout rencontré des Français qui étaient hyper inquiets sur l'avenir de leur pays, alors totalement énervés sur la vie politique, mais surtout qui disent, est-ce que vous allez être un petit peu responsable pour au moins qu'on puisse tenir jusqu'en 2027 dans un brin de stabilité? Il y a une demande de stabilité immense chez des Français de gauche et de droite. Voilà, à part tous ceux qui veulent foutre le système par terre, les gens ils disent, tiens, soyez un peu responsables. Merci Hervé Morin.